Imaginez un peu la scène. On est dans les années 60, aux États-Unis. Une énorme usine de textile tourne à plein régime. D'accord? Et soudain, sans aucune explication logique, 60 employés développent des nausées d'une violence inouïe. Ah ouais, la panique totale. Mais vraiment, la panique. On évacue les lieux, on ferme l'usine, on fait venir des tonnes d'experts pour traquer un virus inédit ou une fuite chimique. Les médecins enchaînent les analyses de sang. Et là, le verdict tombe. Rien du tout. Voilà, rien. Stupéfiant. Biologiquement, ces 60 personnes sont en parfaite santé. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de toxines. Alors que s'est-il passé en fait? Eh bien, la réponse ne se trouve pas sous un microscope, pour le coup. Elle se trouve dans les rouages invisibles de nos interactions sociales. Exactement. Et c'est tout l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, qui se base sur les recherches fascinantes tirées de l'ouvrage Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale de Gustav Nicolas Fischer. Le but de notre plongée, c'est de mettre en lumière ces forces fantômes, ces courants sous-marins qui façonnent nos pensées et nos actions, dès la seconde où on est en présence d'autres humains. C'est un vaste programme. Ouais. Alors, décortiquons tout ça. Est-ce qu'on est vraiment les capitaines autonomes de notre propre esprit? Si on se fie à notre source, la réponse courte, c'est non. Pas du tout même. Carrément non. Carrément. Et l'histoire de cette usine, qui était étudiée à l'époque par les chercheurs Kerckhoff et Bach, illustre vraiment pourquoi ce domaine est si captivant. L'influence sociale, c'est pas une question de contrainte directe. Personne ne vous force la main avec une arme sur la tempe. Oui, c'est beaucoup plus subtil. Exactement. C'est un phénomène infiniment plus insidieux et diffus, qui va jusqu'à dicter ce qui nous semble normal. Mais attends, comment on explique ces nausées, du coup, si c'est pas physique? C'est quand même fou de se rendre malade juste par influence sociale. C'est ce qu'on appelle la contagion sociale. En cartographiant l'usine, les chercheurs ont réalisé que cette épidémie, entre guillemets, avait suivi un chemin très précis, Lequel? le réseau d'amitié. Tout est parti des employés les plus populaires en fait, les plus influents. Ensuite, par un effet de mimétisme totalement inconscient, les autres ont développé de véritables symptômes psychosomatiques. Ah oui, le corps réagit pour de vrai. C'est ça. Et ce qui est dingue, c'est que les employés isolés socialement, eux, n'ont absolument rien eu. Le désir d'appartenir au groupe, de s'aligner sur les figures dominantes, est tellement ancré dans notre évolution qu'il peut littéralement déclencher une maladie physique. C'est vertigineux quand on y pense. Notre cerveau veut tellement s'intégrer qu'il est prêt à nous rendre malades. Et cette volonté viscérale de créer une norme avec les autres, elle va jusqu'à modifier notre perception de la réalité physique. Je pense notamment à l'expérience classique de shérif. Ah oui, Muzafer Sherif sur l'effet autocinétique, une expérience vraiment fondatrice sur la création des normes, ça. Ouais. Pour bien visualiser, on prend une personne seule, on la plonge dans une pièce où règne une obscurité absolue. Et face à elle, il y a juste un unique petit point lumineux fixe. Un repère très ambigu, du coup. Voilà. Et comme le cerveau humain est privé de tout autre repère visuel, il est victime d'une illusion d'optique. Nos yeux font des micro-mouvements et on a l'impression tenace que le point lumineux se déplace dans le noir. Alors qu'il ne bouge pas d'un millimètre. C'est ça. Et si on demande à la personne d'estimer ce déplacement, elle va peut-être dire 10 centimètres. Une autre personne, testée seule, dira 2 centimètres. Mais le truc fou arrive quand on prend ces mêmes personnes et qu'on les met en groupe dans cette pièce noire. Là, le miracle social s'opère. Sans aucune concertation explicite, sans que personne ne dise « Allez, mettons-nous d'accord », leurs estimations vont irrémédiablement converger. C'est fascinant. Petit à petit, ils finissent par s'entendre sur une distance moyenne, disons 5 cm. Ils viennent carrément de créer une norme collective à partir du néant. Ça me rappelle exactement ce qui se passe sur l'autoroute, tu sais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Imaginez une zone de travaux. La vitesse est strictement limitée à 80 km/h. Ouais, le grand classique. Si on est le seul conducteur sur la route, on fixe son compteur et on respecte la règle à la lettre. Mais si on se retrouve au milieu d'un peloton de voitures qui roule à 100 km/h, naturellement, presque inconsciemment, on va accélérer. Pour caler son allure sur celle du groupe, oui. Voilà. Même en connaissant la limite légale, la vitesse du groupe devient notre nouvelle norme de sécurité. C'est rassurant en fait. C'est une très belle analogie parce qu'elle touche vraiment au cœur du mécanisme. Ce qui est fascinant ici, c'est le pourquoi. Pourquoi crée-t-on cette norme nombre ? Pour se rassurer. Tout simplement pour réduire l'ambiguïté et éviter l'angoisse. Dans la pièce noire de shérif, comme au milieu d'un trafic dense, le cerveau a une horreur absolue de l'incertitude. L'incertitude, du point de vue de l'évolution, c'est le danger. Donc on panique un peu. C'est ça, face à une réalité ambiguë, l'angoisse monte. La norme de groupe agit donc comme un tranquillisant psychologique. On préfère sacrifier notre propre perception ou notre respect d'une règle pour adopter une réalité sociale sécurisante.
S'aligner, psychologiquement parlant, ça coûte beaucoup moins cher que de se démarquer. D'accord, je comprends la logique. On s'aligne pour réduire notre angoisse face à l'inconnu. Mais attendez, que se passe-t-il lorsque cet alignement avec le groupe, cette pression, nous pousse à faire un truc qui va profondément à l'encontre de nos convictions intimes? On passe d'une pression externe à un conflit interne majeur, non? Exactement. Et là, c'est la transition parfaite vers un autre concept pilier présenté dans nos sources, la dissonance cognitive. Théorisé par Leon Festinger, c'est bien ça, hein? C'est ça. C'est l'état de tension, de friction mentale presque douloureuse qui survient quand nos actes contredisent nos croyances. Et comme notre esprit déteste cette tension, il déploie des trésors d'ingéniosité pour la résoudre. L'expérience de Festinger et Carl Smith, en 59, est un chef-d'œuvre pour comprendre ça. Ah, cette expérience est machiavélique, il faut vraiment qu'on s'y arrête. Les chercheurs recrutent des étudiants pour une expérience soi-disant scientifique et leur font faire une tâche d'un ennui mortel. Oui, tourner des petites chevilles en bois sur une planche. Pendant des heures. Une torture psychologique de monotonie, quoi. À la fin, l'expérimentateur demande à l'étudiant un petit service. Genre, le prochain participant attend dans le couloir. Pourriez-vous lui mentir et lui dire que la tâche était absolument passionnante? Et c'est là que le piège se referme. Exactement. Pour rémunérer ce mensonge, les chercheurs divisent les étudiants en deux groupes. La moitié reçoit 20 $, une très belle somme pour l'époque, et l'autre moitié ne reçoit qu'un malheureux petit dollar. D'accord. Donc, les étudiants mentent aux participants suivants, empochent l'argent, puis on leur demande, via un questionnaire anonyme ultérieur, ce qu'ils ont réellement pensé de la tâche des chevilles. Et là, c'est le monde à l'envers. Ceux qui ont été grassement payés avec 20 $ admettent que la tâche était d'un ennui abyssal, mais ceux qui n'ont reçu qu'un seul dollar déclarent avec conviction que la tâche était plutôt intéressante. C'est contre-intuitif. Mais complètement. La première fois que j'ai lu ça, j'ai bugué. La logique voudrait que celui qui reçoit 20 $ soit le plus convaincu, non? Il a été super bien récompensé. Pourquoi c'est l'inverse? Eh bien, c'est tout le génie de la dissonance cognitive. La rationalité économique s'effondre totalement face aux besoins de cohérence psychologique. Si on analyse l'étudiant qui reçoit 20 $, il sait que la tâche était ennuyeuse. Et il sait qu'il a menti. Ouais, Il y a donc une dissonance. Mais il a une justification externe en béton armé. Il se dit « j'ai menti, certes, mais j'ai été payé 20 $ pour le faire ». ah, donc le cerveau accepte le deal. Parfaitement. Son cerveau accepte très bien ce compromis. Le conflit interne est résolu par l'argent. Et le malheureux qui n'a reçu qu'un dollar? Pour lui, c'est le drame cognitif absolu. Il vient de mentir effrontément à un père pour une somme ridicule. Il n'a aucune justification externe valable pour son comportement. Et l'acte de mentir est dans le passé, il ne peut plus l'effacer. La culpabilité doit être forte. Exactement. La tension interne, la culpabilité de s'être vendu pour rien, ça devient insoutenable. Alors, comment le cerveau réduit-il cette dissonance? Je me le demande. Par une incroyable gymnastique mentale. Puisqu'il ne peut pas changer le passé, il va carrément réécrire sa propre opinion. L'étudiant va s'auto-persuader de manière inconsciente, si j'ai dit à cet inconnu que c'était intéressant pour un seul dollar, c'est que ça devait pas être si ennuyeux que ça au fond. Ah ouais. Il se dit oui, c'était même instructif. L'humain a un besoin vital de cohérence en fait. Si nos actes s'alignent pas avec nos pensées, notre cerveau est capable de falsifier nos propres souvenirs pour justifier l'injustifiable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si notre esprit est tellement malléable qu'il se met à modifier nos croyances profondes juste pour justifier un mensonge à un dollar, bah ça implique qu'il va être terriblement facile pour quelqu'un d'autre d'obtenir notre soumission. Ok oui. Et dans l'ouvrage d'aujourd'hui, on explore des niveaux de soumission qui vont d'un simple fait divers sur une plage à des situations carrément glaçantes. Vous abordez ici la soumission librement consentie. C'est un paradoxe apparent, mais l'expérience de Thomas Moriarty sur une plage new-yorkaise illustre ça à la perfection. Et ça repose sur cette même recherche de cohérence interne. Le scénario est tout simple. Un chercheur s'installe sur une plage bondée avec une serviette et une radio, tout près d'un inconnu. Au bout d'un moment, il se lève pour aller se baigner. Dans un premier groupe, avant de partir, il demande à son voisin « Excusez-moi, auriez-vous du feu ?» Une demande très banale. Très banal. Le voisin donne du feu, le chercheur s'en va. Quelques minutes plus tard, un faux voleur arrive en courant, attrape la radio et s'enfuit. Dans cette situation, seulement 20% des voisins interviennent pour stopper le voleur. Ce qui est une réaction de passivité affective dans un espace public en fait. Mais dans la deuxième variante de l'expérience, le chercheur change juste une phrase. Avant d'aller se baigner, il demande au voisin « Pourriez-vous jeter un œil sur mes affaires ?» Le voisin répond généralement oui. Logique.
Quand le faux voleur débarque pour voler la radio, cette fois-ci, c'est plus 20% d'intervention, c'est 95%. Les gens bondissent de leurs serviettes, courent après le voleur, certains vont même jusqu'à le plaquer au sol. Mais qu'est-ce qui explique un tel fossé? La différence, elle réside dans l'engagement. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. D'accord. Dans le second cas, en disant oui, je surveille l'individu à sceller un contrat social implicite. Il s'est engagé publiquement. Le cerveau, pour éviter la dissonance cognitive d'être quelqu'un qui donne sa parole et ne la respecte pas, va transformer ce voisin placide en vrai justicier de la plage. C'est fou, ça. L'influence fonctionne redoutablement bien, parce qu'il n'y a aucune coercition. La personne a le sentiment d'avoir librement choisi de s'engager. Ce petit oui anodin verrouille notre comportement futur, en fait. Mais alors, de cette manipulation mignonne avec une radio, comment on bascule vers des choses plus sombres? Parce qu'évidemment, les sources nous emmènent tout droit vers la célébrissime expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité. Ah oui, l'incontournable Milgram. Pas besoin de redessiner tout le décor, on connaît l'histoire. Les faux chocs électriques administrés à un acteur, les hurlements de douleur préenregistrés, le scientifique en blouse blanche qui dit calmement de continuer. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le résultat. C'est le plus choquant, oui. On a 62% de gens parfaitement normaux qui ont poussé le curseur jusqu'aux 450 volts, une décharge potentiellement mortelle. Les psychiatres avant l'expérience pensaient que seul 1% de psychopathes iraient au bout. Ma question, c'est comment le cerveau justifie-t-il de franchir une ligne aussi abominable? C'est la question centrale. Et pour y répondre, il faut impérativement balayer le jugement moral facile. Milgram a prouvé que ces 62% n'étaient ni des monstres, ni des sadiques. Ah non. Pas du tout. Les enregistrements de l'époque montrent des sujets en pleine détresse. Ils transpirent à grosses gouttes, ils se rongent les ongles sang, ils supplient l'homme en blouse blanche d'arrêter l'expérience. Ils sont rongés par l'anxiété. Mais ils continuent. C'est incompréhensible. Milgram l'explique par le passage à l'état agentique. Attendez, je comprends qu'on obéisse à un boss, mais basculer jusqu'au meurtre potentiel, ok. C'est quoi concrètement cet état agentique qui permet de désactiver sa propre conscience morale? Faut remettre ça dans le contexte de notre socialisation globale. Pendant les 20 premières années de notre vie, à travers l'éducation, nos parents, l'école, on nous martèle qu'obéir à l'autorité légitime est une vertu suprême. Oui, on est conditionné. Exactement. Quand le sujet franchit la porte du laboratoire de l'université de Yale, il identifie l'expérimentateur en blouse blanche comme l'autorité légitime ultime. En passant dans l'état agentique, l'individu opère une vraie scission mentale. Il cesse de se considérer comme l'auteur responsable de ses actes. Et se voit comment alors? Il devient un simple agent, l'instrument d'une volonté supérieure. C'est un transfert de responsabilité en fait. Totalement. La morale n'est pas effacée, elle change juste d'objet. Le sujet ne se demande plus est-ce bien ou mal d'envoyer ce choc électrique, il se demande est-ce que j'exécute correctement la tâche qu'on m'a confiée. Waouh! La fierté du travail bien fait et le respect des consignes remplacent totalement l'empathie. L'autorité endosse l'entière responsabilité des conséquences. C'est terrifiant, mais c'est un mécanisme d'adaptation à la hiérarchie poussée à son paroxysme. Quand on met tout ça bout à bout, c'est extrêmement lourd. Si on a ce besoin maladif d'imiter les autres, cette capacité à s'auto-persuader de mensonges et cette obéissance aveugle, la conclusion semble être qu'on est condamné à être de parfaits moutons. Ça peut donner cette impression, oui. Mais heureusement, en parcourant nos documents, on voit que l'influence ne va pas toujours du sommet vers la base ou de la majorité vers l'individu. L'être humain possède aussi des mécanismes de résistance spectaculaires. Absolument. Et ignorer cette capacité de résistance, ce serait amputer la psychologie sociale de la moitié de son essence. Alors, parlons-en maintenant. Prenons d'abord la résistance au niveau individuel, avec le phénomène de la réactance. L'étude de Wickland et Brehm est un cas d'école très amusant là-dessus. Ah oui, l'histoire du lycée. Ça se passe dans un lycée américain où l'immense majorité des élèves était favorable à une proposition d'abaissement de l'âge du droit de vote. Un conférencier devait venir faire un discours pour appuyer ça. Mais il y a eu un rebondissement. C'est ça. À la dernière minute, la direction de l'école censure l'événement et interdit le discours. C'est l'équivalent psychologique de l'effet Streisand, en fait. Au lieu d'étouffer l'idée, cette censure administrative a fait exploser le soutien à la cause parmi les élèves. Exactement. L'interdiction a déclenché l'état de réactance. C'est-à-dire? Quand un individu sent que sa liberté de choix ou d'opinion est menacée de l'extérieur, il ressent une forte motivation psychologique à restaurer cette liberté. Et le moyen le plus direct de la restaurer, c'est de s'accrocher encore plus fort à l'idée censurée. Ou de faire exactement l'inverse de ce qu'on lui ordonne. Voilà.
c'est la preuve que notre besoin d'indépendance, c'est pas qu'une illusion, c'est un ressort psychologique ultra puissant. Donc individuellement, on peut se braquer contre la pression, mais l'exploration de nos sources montre que la résistance opère aussi à l'échelle d'un groupe. Tout à fait. Pendant longtemps, on pensait que seule la majorité dictait la norme. Or, les travaux de Serge Moscovici sur l'influence minoritaire prouvent qu'une toute petite minorité peut renverser la vapeur. Son expérience avec les diapositives bleues et vertes est fascinante. Oh, cette expérience a bousculé tout le milieu académique. Imaginez des groupes de 6 personnes à qui on projette des diapositives d'une couleur bleue indéniable, très claire. Dans chaque groupe, il y a 2 complices des chercheurs. D'accord ? Et ces 2 complices vont, contre toute évidence, affirmer avec un aplomb incroyable que la diapositive est verte. Et ils ne cèdent jamais. C'est la dynamique inverse de la pression sociale habituelle du coup. C'est pas le grand nombre qui écrase l'individu, ce sont 2 personnes qui maintiennent une idée aberrante face à la majorité exaspérée. On pourrait se dire que la majorité va juste les traiter de fous et les ignorer. C'est ce qui semble se passer en surface, oui. Sur le coup, dans la salle, très peu de vrais sujets finissent par dire oui, c'est vert. La majorité tient bon. Mais, et c'est là le coup de génie de Moscovici, l'influence minoritaire opère de manière totalement souterraine. Comment ça ? Quand les chercheurs ont testé les vrais sujets plus tard, seuls, sur leur perception des couleurs à la lisière du bleu et du vert, leur spectre perceptif avait carrément changé. Ils voyaient le vert beaucoup plus rapidement qu'un groupe de contrôle. Attends, la minorité n'a pas juste obtenu une approbation polie, elle a littéralement reconfiguré la manière dont les yeux et le cerveau de la majorité traitaient la couleur. Mais comment c'est possible ? Parce que la minorité et la majorité ne fonctionnent pas de la même manière. La majorité produit ce qu'on appelle un conformisme de façade. Genre, on dit oui pour avoir la paix. Voilà, on dit oui pour pas être exclu, mais au fond de soi, on n'y croit pas. La minorité, elle, n'a pas le pouvoir de punir ou d'exclure, mais par son style comportemental, par sa consistance et son inflexibilité absolue, elle force la majorité à réfléchir. Ah, ça sème le doute ? C'est ça. La majorité se demande « mais pourquoi ces 2-là sont si certains de voir du vert ?» Ce travail cognitif de fond finit par ébranler les certitudes intimes. C'est comme ça que toutes les grandes révolutions culturelles commencent, par une minorité perçue comme folle, mais dont la cohérence finit par fissurer la norme établie. C'est puissant. Mais si on tire le fil de cette logique, ça me donne un peu le vertige. Si une minorité résolue peut altérer physiquement notre perception d'une couleur, qu'est-ce que ça donne quand notre cerveau applique ces mêmes raccourcis aux autres êtres humains ? C'est le grand danger, oui. Ça nous propulse direct dans la dernière partie de notre analyse, la cognition sociale et la fabrication des stéréotypes. Comment notre esprit juge-t-il les gens au quotidien ? Il les juge à la hâte, par pure économie d'énergie. L'environnement social est un chaos d'informations complexes. Pour ne pas être en surchauffe permanente, notre cerveau se transforme en avare cognitif. Il schématise à outrance, quoi. Exactement. L'expérience de Solomo H sur la formation des impressions en est l'illustration la plus percutante. H lit à un groupe de volontaires une simple liste de mots décrivant un individu fictif. Intelligent, travailleur, déterminé, pratique, prudent et Chaleureux. le portrait robot du collègue parfait. Les gens l'imaginent immédiatement généreux, empathique, avec une super vie sociale. C'est ça. Ensuite, H prend un autre groupe et lit exactement la même liste de mots dans le même ordre. Il change juste un seul terme. Lequel ? Il remplace chaleureux par froid. La personne est intelligente, travailleuse, déterminée, pratique, prudente et froide. Et là, l'image mentale créée par le groupe bascule dans les ténèbres. Cette personne devient un calculateur impitoyable, un patron tyrannique, quelqu'un de dangereux. J'adore cette expérience parce qu'elle défie les mathématiques. Comment un seul adjectif peut avoir le pouvoir rétroactif de polluer tous les autres. C'est comme si le mot froid était une goutte d'encre noire tombée dans un verre d'eau claire. Très belle image. Elle reste pas sagement dans son coin, l'encre. Elle se diffuse et fonce toute l'eau. Le mot intelligent ne veut plus dire brillant. Il veut soudain dire machiavélique. C'est exactement ce que les psychologues appellent les théories implicites de personnalité. H a démontré que le cerveau n'additionne pas les traits de caractère de façon linéaire. Il les organise autour de traits centraux. La chaleur ou la froideur, par exemple. Voilà. Ce sont des aimants surpuissants. Le cerveau cherche à tout prix une cohérence globale immédiate. Si la personne est froide, alors son intelligence doit être au service de cette froideur. C'est redoutable d'efficacité pour se faire une idée rapide,
Mais c'est exactement cette mécanique qui est l'usine de fabrication des préjugés. Et ces schémas prémâchés, on n'est pas avec. On les absorbe, en fait. Les recherches mentionnées dans nos sources, comme l'échelle F de Théodore Adorno sur la personnalité autoritaire ou l'étude de Si sur les manuels scolaires français, insistent beaucoup sur la transmission. Oui, le bagage culturel. Adorno montrait comment une éducation ultra rigide produit des adultes anxieux qui ont besoin de rejeter la différence pour se rassurer. Et puis à l'école, l'étude de Si sur les manuels de géographie décrivant la Suisse est assez dingue. L'étude de David, oui, elle nous montre que le stéréotype n'est pas forcément hostile pour être réducteur. Dans ces manuels, la Suisse est systématiquement peinte sous des traits uniquement positifs. Le havre de paix, le chalet alpin symbole de démocratie, ou le coffre-fort des grandes fortunes. C'est ça. Mais en quoi est-ce un problème si l'image est positive? Parce que ça reste une amputation drastique de la réalité complexe d'une nation de plusieurs millions d'habitants. Avec ses propres crises, sa diversité, ses luttes internes, le stéréotype, qu'il soit flatteur ou destructeur, offre une catégorie prête à l'emploi qui dispense d'une véritable réflexion nuancée. On enferme l'autre dans une boîte rassurante pour s'épargner l'effort de le comprendre, en gros. Exactement. Eh bien, quelle trajectoire! Au fil de cette plongée au cœur des sources, on a navigué de l'usine frappée par des nausées fantômes jusqu'à la racine de nos préjugés, en passant par les chocs électriques de Yale. Le constat qui s'impose, c'est que notre vie sociale est un jeu d'équilibristes permanent. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a la gravitation gigantesque de la majorité et de nos propres paresses cognitives, et de l'autre, notre capacité de réactance et la force inébranlable des minorités pour bousculer le monde. C'est une tension perpétuelle. Et pour conclure notre analyse de cet ouvrage de Fisher, il me semble essentiel d'évoquer un dernier concept, plus sociologique, développé par Robert Merton, le concept d'anomie. Anomie. D'accord. Ce concept éclaire tout ce dont on vient de parler sous un jour nouveau. Merton souligne que notre société exige de nous l'atteinte d'objectifs immenses, la réussite financière, l'ascension sociale, le bonheur à tout prix. Ces idéaux sont martelés partout. C'est clair. Le problème majeur, c'est que la structure sociale ne distribue absolument pas à tous ses membres les moyens légitimes d'atteindre ces sommets. Donc la société nous commande de gagner une course, mais donne des chaussures de plomb à la moitié des participants dès la ligne de départ. C'est exactement ça. Le fossé entre l'idéal imposé et la réalité accessible est immense. Et c'est dans ce vide, dans cette anomie où les règles perdent leur sens, que naissent des comportements d'adaptation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie fondamentalement? C'est peut-être là le vrai renversement de perspective de cette exploration. Je suis bien d'accord. Si notre société exige structurellement l'impossible d'une grande partie de ses membres, alors peut-être que ce qu'on étiquette si facilement comme de la déviance, de la marginalité ou de l'irrationalité, c'est pas une anomalie. Non, ça pourrait juste être une réaction d'adaptation parfaitement normale à un environnement social qui, lui, est dysfonctionnel. C'est une pensée incroyable. Une fois qu'on a pris conscience de l'influence aveugle du groupe et de la facilité avec laquelle notre cerveau fabrique des préjugés, voilà une idée profonde pour réévaluer notre jugement sur ceux qui refusent ou ne peuvent pas marcher dans les clous. Fin de notre plongée dans ces forces invisibles. À méditer la prochaine fois qu'on prend l'autoroute ou qu'on juge quelqu'un un peu trop vite.